Nous ouvrons à présent la masterclass de Giuseppe Pennone et enregistrée au Centre Pompidou dans le cadre du festival et du week-end Imagine. Alors pour rappel, cette collection d'émissions a pour vocation d'essayer de savoir comment un artiste construit une œuvre au sens vraiment de la fabrication, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère son œuvre comme achevée. Elle et il nous racontent le processus de son élaboration et puis d'une masterclass à une autre, un ensemble de questions communes, parce que même si on accueille des écrivains, des musiciens, des cinéastes, des plasticiens, des artistes de toutes disciplines, c'est toujours le même mystère qu'on essaye d'approcher, c'est celui de la création. Je vais donner quelques repères biographiques assez succincts concernant Giuseppe Pennone pour dire que votre première exposition personnelle a eu lieu à Turin en décembre 1969. Ça va donc faire 50 ans, tout juste à la fin de cette année. C'était la galerie Gianenzo Sperone, qui est une galerie qui a eu son importance dans votre parcours. Et ce qui fait aussi, on en reparlera sans doute, qu'on vous a associé dès le départ à l'Arte Povera, peut-être c'est un peu plus compliqué que ça. Vous étiez très jeune au moment de cette première exposition, 22 ans. Vous aviez d'abord étudié la comptabilité et puis vous êtes parti étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Turin. 1968, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est, selon mes sources, vous me corrigerez, l'année de votre premier arbre, qui est la figure... Oui, c'est 68 ? Oui, bon, ça. Bonne information. L'arbre, c'est évidemment une figure majeure de votre production artistique. Là encore, c'était, on va dire, 31 ans avant celui qui sera installé dans le Jardin des Tuileries, en décembre 99, juste avant cette formidable tempête dont on se souvient. Le Centre Pompidou, où nous sommes aujourd'hui, vous a consacré une rétrospective en 2004. En 2007, vous avez représenté l'Italie à la Biennale de Venise. En 2013, vous avez exposé au Château de Versailles. Dire aussi que vous avez enseigné durant 15 ans à l'École des Beaux-Arts de Paris de 97 à 2012. Mais on va commencer par le commencement, Giuseppe Pennone, et revenir à Garesio. 120 km de Turin, on est entre Ligurie et Piémont. Un petit village entouré de bois de châtaigniers où vous êtes né, vous avez grandi. Oui, c'est un petit village qui est au fond d'une vallée. L'altitude est 600 mètres, le village, et après les montagnes sont plus hautes. Mais c'est pas loin de la mer. Ça suffit de passer une montagne, on arrive à Albenga, qui est la mer. Et aussi du haut de montagne, on voit la mer. Alors c'est entre le Piémont et la Ligurie. Et ça, c'est présent aussi dans le dialecte du lieu. Et c'est à cause de l'eau de la mer, la végétation est très régulière. Et il y avait beaucoup de bois de châtaigniers qui était un peu la nourriture du peuple depuis des milliers d'années. Et c'est un peu dans ce contexte avec des bois qui étaient soignés comme des jardins que j'ai vécu mes premiers rangs et que je me suis imprégné d'un territoire, d'une nature qui, après, a un peu déterminé ma vision des possibilités d'expression pour mon œuvre. Alors vous êtes né en 1947, être enfant dans cette Italie d'après-guerre, c'était quoi pour vous? C'était encore très présent, le souvenir de la guerre, bien sûr. C'était un pays, et surtout dans les villages, c'était un pays qui était en train de changer très, très rapidement. Et moi, j'ai encore vécu le moment où les villages étaient peuplés, même les maisons, les petits bourgs dans la montagne, et chose qu'après quelques années n'existe plus. Et aujourd'hui, c'est des ruines, parce que tous ces petits villages qui étaient des lieux magiques, ils n'existent plus. Votre grand-père pratiquait la sculpture en amateur? J'ai lu que ses œuvres étaient un peu exposées aussi dans la maison de vos parents. Est-ce qu'il y a un lien entre sa pratique et votre goût pour l'art? Alors, mon grand-père, je n'ai jamais connu, je n'ai pas connu mes deux grands-pères. De la part de ma mère, il faisait de la sculpture, pratiquait la sculpture. Du côté de mon père, c'était un paysan.
Et l'activité de mon père, c'était marchander avec les produits de l'agriculture du lieu. Et quand j'ai commencé à dessiner, à faire quelque chose, j'étais très petit. Quel âge? Quel âge? Je ne sais pas, on commence quand on est à l'école presque maternelle, tout de suite. Et ma mère, elle m'a encouragé parce qu'il y avait le rappel de son père, alors elle m'a encouragé à travailler. Et j'ai pratiqué toujours ça comme divertissement presque pour toute ma jeunesse. C'est pour ça aussi que probablement après j'ai fait une école de comptable, mais quand je suis allé à l'école de Beaux-Arts, je n'ai pas trouvé ce que j'avais imaginé. Et au bout d'un an et demi, j'ai commencé à chercher de faire un travail le travail que je sentais que je pouvais faire. Que l'enseignement académique, ça ne vous provoquait rien? Oui, non, c'est important parce qu'il y a une confrontation avec les autres élèves. Ça, c'est toujours le point qui est fondamental dans une école. Ce n'est pas tellement l'enseignement qui arrive des profs, hein, le rapport avec les autres élèves. Et après, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. C'est pas que même une mauvaise école, c'est mieux que pas d'école. Hein. Mais ce n'était pas une mauvaise école, c'était seulement une école qui était ancrée sur des valeurs qui étaient dépassées. C'est pour ça que vous êtes retourné à Garesio pour oui. essayer de trouver? Oui, vraiment, moi pour ça? Oui, parce que j'ai pensé que si je voulais faire quelque chose d'individuel, j'aurais dû essayer de trouver mon propre chemin. Parce que refaire l'œuvre d'une façon académique, c'est-à-dire retravailler l'œuvre d'autres artistes, après tout, on continue à produire et à diffuser leurs pensées. C'est rare qu'on arrive à avoir une telle force pour s'imposer par rapport aux artistes qui ont travaillé avant. Alors moi, j'ai commencé tout de suite à essayer de trouver mon propre chemin et les éléments que je connaissais mieux étaient les éléments de la nature. C'est avec ça que j'ai travaillé. Mais c'est difficile quand même de se dire, vous avez à peine 20 ans à ce moment-là, je vais retourner dans mon village, je vais trouver ma voie, mais comment on fait concrètement? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que ça passe vraiment par de la réflexion? Oui. Ça passe à travers une réflexion et à travers... avec une idée de contraste aussi. Parce que quand on se met dans une position de contraste vis-à-vis de la réalité, on est obligé à réfléchir et on voit probablement soi-même avec un autre regard et ça nous permet de comprendre mieux que ce qu'on est par rapport aux autres. Et je pense c'est un peu ça. Alors l'idée de créer un contraste avec avec la ville, avec ce qui était le lieu de diffusion du travail, a été la première intuition du travail. Après, j'ai travaillé. La deuxième intuition était parce que c'était un moment où la sculpture, pas seulement la sculpture, tout l'art était simplifié. Il y avait une idée de minimal d'une geste minimal, d'une œuvre minimale, une forme minimale. Et moi, j'avais pensé que peut-être de prendre un bout de terre dans mes mains, c'était la sculpture. Mais j'ai aussi pensé que ce geste-là j'aurais dû parler beaucoup pour le rendre compréhensible. Alors j'ai pensé de faire un geste sur une matière qui était possible de modeler et parce que fluide et qui est l'arbre. Et alors j'ai mis la reproduction de ma main autour d'une branche d'arbre, autour d'un tronc d'arbre, et l'arbre dans le temps a poussé et il est devenu le négatif, il est devenu l'empreinte de la main. Il y a un mot qui revient souvent dans les entretiens que vous donnez, Giuseppe Pennone, c'est le mot d'émerveillement. Le premier émerveillement pour vous, c'est vraiment devant les arbres?
Non, l'émerveillement, c'est avec tout, non? C'est avec toute la nature, l'eau, c'est les saisons. Mais c'est une condition, parce que si quand on fait un travail, non, on a une idée, mais il faut trouver l'émerveillement dans la matière. Si on n'arrive pas à trouver ça, probablement on n'arrive pas à faire une œuvre qui a une attraction, qui transmet quelque chose. Alors je pense que l'émerveillement, c'est la première condition pour une œuvre, et après il y a toutes les autres lectures qu'on peut faire sur l'œuvre. Mais c'est un des éléments qui constitue l'œuvre. Si on fait seulement l'œuvre pour l'émerveillement. C'est un mot difficile, pardon. C'est pas une bonne œuvre, mais si on ne l'a pas, oui, ce n'est pas bien non plus. Il faut, non, ça. Si on ne l'a pas, c'est pas bien non plus. Vous parliez de l'important dans une école, Giuseppe Pennone, c'est pas tant l'enseignement que les autres camarades, mais après il y a aussi les autres artistes. Quand on commence vraiment dans ce travail-là, est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous avez pu échanger ou qui ont été importants pour vous? Oui, surtout première année, parce que moi j'étais, vous avez cité l'Arte-Po, moi j'étais le plus jeune d'un groupe d'artistes qui fréquentait la Galerie Sperone. Et il y avait beaucoup d'échanges d'idées, il y avait beaucoup de communication. Ça a duré pas longtemps, mais ça a duré au moins 3-4 ans. Et ça, c'est vraiment une très bonne école. Il y avait cela, mais puis il y avait aussi, visiblement, à l'époque, une assez grande fluidité avec les artistes américains aussi, qui étaient dans un courant minimal. Oui, ça c'est parce que Sperone, il collaborait avec la galerie d'Ileana Sonnabend. Ileana Sonnabend était une galeriste américaine qui a été la femme de Leo Castelli, qui avait ouvert une galerie à Paris, et c'était le moment de la pop art. Alors c'était une galerie qui exposait les artistes américains, mais aussi qu'elle cherchait des liens avec les artistes, dans le cas de Paris, les artistes français, et avec les artistes italiens. Alors elle a commencé, elle a commencé à collaborer avec des artistes italiens. Moi-même, je devais faire une exposition avec elle dans le 71, qu'après on n'a pas fait parce que, pour d'autres raisons, mais il y avait une volonté de collaboration et ça a mis tout de suite en dialogue une situation qui était une situation entre guillemets d'avant-garde aux États-Unis avec le petit centre de Turin. Et ça a permis vraiment de dialoguer, parce qu'après les artistes venaient, surtout les artistes de l'art conceptuel. Mais Sperone avait fait de très belles expos. Moi je rappelle, probablement c'était 67, sinon avant, une exposition où il y avait Morris, les feutres de Morris, il y avait Flaving, il y avait des choses qui étaient vraiment étonnantes, merveilleuses pour le moment. Et alors, il y a eu une confrontation, une réflexion et aussi une compréhension que la possibilité d'expression pour des artistes, qui étaient dans ce cas des artistes italiens, mais c'est un peu en général en Europe, tous les artistes qui sont affirmés dans ces années-là, ils ont fait une réflexion semblable. C'était de retrouver des racines et une identité propre qui pouvait dialoguer avec cette force qui est une force économique et culturelle dans ces années-là. À propos de pays, il y en a un qui est visiblement important pour vous, Giuseppe Pennone, et c'est le Japon, qui semble comme un autre chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en découvrant le Japon? La première fois que je suis allé, c'était en 70, parce qu'il y avait une exposition qui s'appelait Between Men and Matter au musée de la ville de Tokyo. Non, c'était, je ne me rappelle plus le nom exactement du musée. Mais en tout cas, c'était une exposition internationale où ils étaient présentés des artistes du Japon et des artistes du reste du monde. Et moi, j'étais invité, et j'étais très jeune, j'avais 23 ans, et j'ai découvert ce pays où il y avait encore le souvenir de la guerre, était très présent.
Et j'ai visité les temples. On était à Ueno. Le musée était à Ueno, dans les jardins de Ueno. Et là, il y a plein de temples. Alors, on respirait vraiment un esprit très différent. Après, je suis allé visiter Kyoto. Mais ce qui m'a... moi, j'avais déjà fait, par exemple, le travail dans le bois où j'avais retrouvé la forme de l'arbre à l'intérieur du bois. Et ce qui a été très intéressant pour moi, c'était que je suis allé à Kyoto visiter des temples. Je visitais un temple où il y avait les mousses, il y avait toutes les herbes. Et c'était quelque chose comme que je connaissais, sous certains points de vue. Et je me suis rendu compte que c'était des choses qu'on pouvait trouver dans les montagnes, dans les petits villages où il y avait peut-être une maison, la dame qui avait une petite fontaine et qui suivait le petit fleur qui poussait à côté de la fontaine, le rocher. C'était quelque chose il y avait une appartenance que j'avais de cet univers. Et j'ai cru comprendre que si les gens vivent toujours au même endroit, comme le cas des moines dans le temple, ils vont recréer leur propre univers. Et cet univers, c'est comparable dans les différents lieux du monde. Alors, dans ces masterclass, Giuseppe Pennone, il s'agit toujours de savoir comment les choses se passent très concrètement. Alors, dans votre œuvre, il y a des formes assez différentes, il y a des matériaux assez différents, même si ensuite il peut y avoir des séries pour une idée qui va être reprise. Alors, on va essayer de savoir comment ça naît, une œuvre de Giuseppe Pennone. J'avais envie de prendre un exemple, si vous le voulez bien. Vous avez un jour ramassé une grande pierre dans un fleuve qui passe près de chez vous, enfin près de là où vous viviez enfant. À partir de cette trouvaille, il va y avoir une pièce qui s'appellera donc plus tard Essere Fiume, être fleuve. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe entre le moment où vous trouvez cette grosse pierre et la sculpture finale? Mais je dois parler de ce qu'il y avait avant, ouais. Parce que moi, j'avais fait un travail en pierre, en granit, et moi, j'ai toujours travaillé directement. Après, peut-être pas complètement, mais je travaille à la pièce. Et j'avais travaillé et j'avais réfléchi à ce qui se passe quand on travaille la pierre. Parce qu'il y a quelque chose qui est proche de l'action du fleuve. Et alors, en travaillant la pierre, je me suis dit quelle pourrait être la meilleure sculpture qu'on peut faire en pierre. C'était ça l'ambition. Et je pensais que ça pouvait, par un travail de synthèse, d'image, je pensais que ça pouvait être une pierre de fleuve. Et alors, j'ai ramassé la pierre, comme vous avez dit, dans le fleuve. Je remontais le fleuve jusqu'où il y avait la carrière. Je pris un bloc et je refais la même pierre. Pas dans le propos de faire une copie de la pierre, mais faire une copie de l'action du fleuve. C'est pour ça que le titre de l'œuvre était Essere Fiume. Et c'est une œuvre que j'ai faite dans les années, début des années 80-80, je pense. En quoi cette pièce, elle pourrait être emblématique ou dire ce que c'est que l'art de Giuseppe Pennone? C'est effectivement non pas faire une copie de la pierre, mais une copie de l'action de la nature? Une copie de l'action de la sculpture. C'est parce que la sculpture, elle s'est faite par des actions qui après ne sont pas toujours évidentes dans l'œuvre. Il y a toute une série de gestes qui vont créer une forme, mais qui ne sont pas visibles individuellement dans une forme. Au contraire d'un tableau, on peut retrouver les moments de la construction du tableau. Dans une sculpture, c'est très difficile de retrouver ça. Et alors, il y a le processus est très important et c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, à mon avis, et qu'il faut pratiquer. Parce que sinon, on n'arrive pas à faire la sculpture suivante. Vous pouvez travailler sur le très grand ou sur le très petit, du tronc gigantesque. On se souvient notamment d'une œuvre avec un de ces arbres de Versailles qui s'était effondré pendant la tempête de 99 que vous aviez acheté.
jusqu'au grain de sable Oui. ou à l'épine d'acacia. Comment est-ce que vous choisissez, Giuseppe Pennone, les matériaux que vous utilisez? Ben, dans le cas de l'arbre de Versailles, j'avais le désir de faire un très grand arbre et j'étais en train de chercher un grand tronc. Il faut préciser que vous ne faites jamais abattre un arbre, hein. Vous n'utilisez que des arbres qui sont tombés. Oui, ou bien je vais dans les scieries et ils ont abattu. C'est pas vous qui demandez et vous ne promenez pas dans les Non, bois en disant je non, me suis là. non, Ça, vous non, ne c'est touchez pas- pas. Non, il non. faut le préciser quand même. Non, oui, il faut le préciser, mais ça m'est arrivé aussi de choisir des arbres qui devaient être abattus, comme dans le cas d'une œuvre que j'ai faite avec un arbre qui venait de la vallée des Merveilles, sur le territoire français, et il y avait des bûcherons italiens qui coupaient les arbres dans ce parc naturel et j'étais allé voir l'arbre qui devait couper. Pardon, je vous ai interrompu, mais je voulais quand même faire cette précision. Non, mais c'est juste. important. Donc, Versailles, ce très grand arbre s'écroule. Alors cet arbre était un arbre qui était mis en vente aux enchères par les amis du château de Versailles. Et moi, j'ai su ça et je l'ai acheté. Je l'ai acheté parmi un ami parce que je n'étais pas là. C'était Claude Berry qui était allé l'acheter. Mais et après, je l'ai ramené à Turin et j'ai pu le travailler dans le temps. Je retrouvais l'arbre à un âge qui était plus ou moins correspondant à 1820 ou 1830. L'arbre avait plus de 200 ans. Et les grains de sable, les épines d'acacia, pourquoi ces matériaux-là à certains moments? Le grain de sable, c'est le même processus de la pierre de fleuve, mais que le grain de sable, c'est fait par le vent ou par l'eau aussi. Mais c'était l'impossibilité de faire ce travail. J'ai eu l'occasion de collaborer, de trouver une collaboration de la part de l'Institut de nanotechnologie de Grenoble qui m'ont aidé à le faire. Ils se sont engagés, ils m'ont aidé. Après, on ne l'a pas fait à l'intérieur avec les instruments qu'ils utilisent eux, parce que c'était comme bouger un petit œuf avec une grande machine pour bouger les pierres. Alors on a travaillé dans un laboratoire près de Toulouse, a été travaillé avec le laser. Mais ce sont eux qui se sont occupés de trouver le laboratoire et ils ont suivi des profs de Grenoble. Alors, ça fait quelques fois déjà qu'on parle des arbres de Giuseppe Pennone et de ce que vous y cherchez. Peut-être maintenant l'expliquer de façon plus précise. Est-ce que l'idée, elle est venue dès la première fois que vous avez travaillé un tronc d'arbre? Vous vous êtes dit, alors il faut peut-être expliquer avec vos mots, c'est vous qui le faites, chercher à l'intérieur du tronc à retrouver le jeune arbre qu'il a été en travaillant sur les couches? Oui, la naissance de l'idée est un peu à la suite des œuvres que j'avais faites sur la croissance des arbres. Avant, j'ai parlé de cette main que j'avais en métal que j'ai posée sur le tronc d'arbre et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais peut-être on peut retrouver le moment, le point de contact quand j'ai mis la main à l'intérieur de la matière arbre. Et à la suite de ça, j'ai compris que, par exemple, ce qu'on voit qui sont les nœuds, en effet, c'est des sections des branches. Et j'ai eu comme une intuition et j'ai essayé de faire ce travail sur une petite poutre. Ça fonctionnait, ça marchait bien. Et alors, c'était le 69. J'en ai fait plusieurs cette année-là. J'avais amené la première œuvre qui n'était pas très grande, était seulement 3 mètres de haut. Je l'ai amenée à Turin à la galerie et Esperon me poussait, dit mais non, fais d'autres, mais petits, comme ça, vous pouvez le vendre. Et moi, au contraire, j'avais peur que ça banalise l'idée du travail. J'essaie de faire avec des poutres de grande dimension, 8 mètres, 7 mètres. J'en avais fait plusieurs dans ces années-là. Après, c'est un travail que j'ai continué parce que le propos, c'est celui de retrouver la forêt qu'il y a à l'intérieur du bois.
Alors concrètement, vous faites comment? Il y a une méthode particulière, des outils que vous avez Oui, mis en place pour oui, cela? non, mais c'est un peu les outils traditionnels de sculpture en bois. Mais la chose, c'est de déterminer la dimension du cercle de croissance pour pas que l'arbre soit trop grand ou trop petit. Et ça, c'est des ruses que j'ai appris avec le travail. C'est parce que chaque palier qu'on peut trouver sur le tronc, sur le bois, ça correspond à un an. Alors, c'est assez facile de calculer les ans et de calculer les cernes à la base. Et après, on commence à travailler avec des outils, des ciseaux, pour rendre la surface lisse, j'utilise des morceaux de verre, par exemple. Ça fonctionne très bien. C'est-à-dire c'est des outils vraiment très, très simples, mais quelquefois j'utilise la tronçonneuse pour s'il y a de grosses parties à enlever, mais c'est avec faut faire très attention parce que c'est très facile et c'est imprévisible souvent la position que les branches ont à l'intérieur du bois. À une époque où les artistes ont parfois des dizaines d'assistants, Giuseppe Pennone, et pour vous, vous le disiez déjà tout à l'heure, alors je crois qu'il y a Marco qui est peut-être Oui, encore votre assistant, oui, mais oui. il faut que vous soyez en contact, il faut que ce soit vous qui fassiez. Oui, mais surtout, je crois que chacun de nous peut faire quelque chose de spécifique très bien, mais c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui peut faire tout. Alors, et alors pour ne pas limiter la possibilité de l'imagination, c'est pas bien d'avoir beaucoup d'assistants parce qu'après, sinon, on a tendance à faire ce qu'eux, ils savent faire. Et ce n'est pas forcément un problème d'une œuvre d'art. Il y a un atelier à Turin et puis il y a une propriété en dehors de la ville. Ce sont des lieux de travail. En quoi ces lieux ils sont importants, essentiels? Qu'est-ce que vous y faites? Vous y êtes tous les jours? Enfin, pas aujourd'hui. Hein, Oui, non, bien sûr. L'atelier de Turin, c'est un grand espace industriel qui me permet de voir l'œuvre parce que c'est vraiment assez grand. Il est plus ou moins 1800 mètres carrés sur 2 étages. Il y a une partie qui est environ 500 mètres carrés où il y a un pont roulant. Il y a une hauteur d'11 mètres. C'est 22 mètres sur 22 mètres pour 11 mètres. Alors, c'est un espace dans lequel on peut voir même de grandes œuvres. Et ça, c'est important pour imaginer, et surtout pour des œuvres qui après vont être installées dans des espaces ouverts ou dans des espaces qui sont très vastes dans le bâtiment. Et après, j'ai ce lieu que vous avez nommé, que c'est à San Raffaele Cimina, que c'est un village à côté de Turin, à 20 km de Turin, où j'ai une maison et j'ai du bois, j'ai 16 ou 10 hectares de bois, où il y a des arbres qui tombent, il y a tout, parce que c'est pas un parc, c'est vraiment un bois qui s'est développé après-guerre, parce qu'avant, dans les années 30-40, était tout cultivé, il y avait des vignes, et qui ont été abandonnées, et la nature a poussé d'une façon très chaotique. Alors on trouve dans un très petit espace des essences d'arbres très différents l'une de l'autre. Et ça, c'est une richesse incroyable. Quand on va dans le bois, on voit les choses. Mais vous y travaillez aussi dans ce lieu en dehors de la ville. Il y a des outils, il y a des pièces qui sont en train d'être faites, ou tout se fait à Non, Turin? ça me permet de travailler avec beaucoup de liberté parce qu'il n'y a pas les contraintes de l'espace. On peut travailler, on va bouger les choses avec des tracteurs ou des machines comme ça. Oui, après, il n'y a pas le souci ou le problème des déchets parce que c'est de la terre, c'est du bois, des morceaux de bois qui tombent par terre, c'est pas un problème. Il y a plein d'avantages à travailler dans un lieu qui est en contact direct avec ce qu'entre guillemets on peut appeler nature. Ouais, on va mettre des guillemets. Mais ça veut dire que Giuseppe Pennone, vous pouvez avoir plusieurs pièces en cours, vous pouvez travailler sur plusieurs pièces en même temps?
Oui, ça arrive, ça arrive. Surtout parce que une fois que moi alors il y a une partie de travail qu'on n'a pas nommé jusque maintenant, qui est le travail en bronze. Et le travail en bronze, moi je prépare le modèle à partir d'un arbre que souvent c'est presque toujours c'est un arbre qui est trouvé ou bien qu'on me propose. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire on va couper un arbre, est-ce que ça vous intéresse, des choses comme ça. Et à partir de ça, je coupe, je travaille l'arbre en fonction de ce que je veux faire. Et après, c'est sectionné dans des dimensions qui sont plus ou moins de 1,50 m, le tronc et les branches. Et après, tout ça est envoyé à la fonderie. Et à partir de ça, qui est le modèle, la fonderie va travailler, font les moules. Et à partir des moules, ils font la cire. À partir de la cire, ils font la fusion. Et après, il y a tout le travail de l'ingénieur qui doit calculer, selon la forme de l'arbre, la structure intérieure qui est en acier inox, parce que le bronze n'a pas un caractère de mécanique. Il n'est pas très fort au point de vue mécanique, il casse. Alors, on doit utiliser de l'acier. Et alors, c'est un travail qui est complexe et qui dure longtemps. Alors, du moment que le travail est envoyé, après, il va tout seul, il continue tout seul. Et après, j'y vais pour voir peut-être s'il y a des problèmes ou des choses à changer, mais c'est un travail qui est autonome. Et après, à côté, il y a peut-être une autre pièce que je suis en train de faire à l'atelier. Après, il y a les dessins, après, il y a les expos, il y a tout le reste. Mais comme vous évoquez le bronze, justement, Giuseppe Pennone, avoir choisi ce matériau, donc cette forme-là aussi de fabrication, ça correspondait pour vous à l'envie de dire quoi de différent par rapport aux autres pièces? Alors, c'est des matériaux qui sont traditionnels à la sculpture. Bronze, acier, la fonte, la pierre, la terre cuite. C'est des matériaux qui ont été toujours utilisés dans la sculpture. J'ai privilégié ces matériaux parce que ce sont des matériaux qui sont stables. Et ils durent dans le temps et ils ne souffrent pas trop les dégâts que le temps peut provoquer. Ça, c'est parce que la sculpture occupe un espace physique spécifique. Pour l'avoir, on doit se déplacer. On peut l'avoir par photo, par film peut-être, mais si on veut voir vraiment l'objet, on doit se déplacer. Et pour le comprendre aussi au mieux. Du moment qu'on se déplace, il y a un temps qui est très long. Alors une sculpture, si un film est vu immédiatement par des millions et millions de personnes, une sculpture est vue par très peu de personnes. Vous savez bien dans un musée comme celle-ci que quand une exposition est vue par 130, 150 000 personnes, c'est déjà un succès. Et c'est rien par rapport à un match de football, non, c'est rien du tout. Alors il y a besoin d'un temps de présentation, ça justifie aussi les collections et l'exposition des œuvres dans une collection de musée parce qu'il y a ces besoins d'un temps. Autre chose, c'est aussi le fait que ces matériaux-là sont des matériaux qui sont toujours existés et qui vont continuer à être présents dans l'activité de l'homme. Chose que la technologie n'est pas. La technologie est très faible, elle disparaît rapidement. Ça suffit qu'il y ait un changement économique et on oublie complètement une technologie que peut-être on l'a vu avec la photo, on le voit avec les écrans vidéo. Si on prend des travaux des années 70, qui avait une présence formelle avec une vidéo. Aujourd'hui, on n'a plus ces vidéos-là. C'est des écrans plats, c'est complètement autre chose. L'image peut-être c'est la même, mais on n'a pas le même sentiment, on n'a pas la même, le travail n'a pas la même force, la même suggestion. Alors c'est pour ça que j'utilise plutôt des travaux qui sont un petit peu hors du temps. Alors, ça m'amène à vous poser une question que normalement on pose à la fin des masterclass de France Culture. Giuseppe Pennone, c'est quel rapport vous avez avec la question de la postérité? À la postérité, on fait un travail pour
Moi, je crois que la nécessité pour quelqu'un qui fait un travail individuel comme je fais, c'est déjà de faire quelque chose qu'on aime faire, qu'on a le plaisir de faire. Mais c'est un langage. C'est un langage. Et le langage est fait pour communiquer avec les autres personnes. Et le caractère de l'œuvre, comme je dis avant, qui a besoin de durer dans le temps, il dépasse la vie de l'homme pour dialoguer avec les vies d'autres hommes. Mais c'est quelque chose qu'on voit dans tout le travail de l'homme. Un écrivain, il écrit pour lui, pour ses contemporains, mais aussi pour ceux qui viennent après. C'est peut-être aussi un désir de survivance, mais c'est une stimulation probablement très animale. Non? C'est celle d'une idée de survivre à soi-même. Mais surtout, c'est le plaisir de faire des choses, d'avoir un contact avec la réalité et une action qui est basée sur l'émerveillement et sur le plaisir aussi sensuel de la matière. Alors, je reviens du coup un petit peu en arrière, Giuseppe Pennone, sur la question des différentes formes, des différents matériaux. Est-ce qu'il y a des idées que vous avez eues, des envies que vous avez eues, que vous avez essayées, puis ça n'a pas marché, ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez faire, vous laissez tomber? Ben oui, il y a souvent ça peut arriver dans les dessins, ça peut arriver aussi pour d'œuvres. Ce que je fais d'habitude, je ne jette pas, parce que ce qu'on voit qui n'est pas bon dans un moment, peut-être devient intéressant dans un autre. Et souvent, ça arrive. C'est pas toujours. Il y a des choses qui sont ratées, sont vraiment ratées, il faut les mettre à la poubelle. Mais il y a beaucoup d'œuvres qui ont des caractères qui avaient une valeur, qui n'ont pas été exploités et que dans un futur, peut-être, on comprend mieux. Moi, quand je fais un travail, je pense toujours que je le fais pour une raison, mais après, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est le travail, quelle est la réalité de l'objet. Et je fais ça soit avec des dessins de l'œuvre, soit avec une écriture qui peut être l'écriture m'a peut-être aidé à clarifier les idées pour l'œuvre, mais ça peut être une sorte d'analyse de l'œuvre qui me permet de comprendre quelles sont ses valeurs, et ça me permet aussi après de faire autre chose. L'écriture, elle est importante en effet dans votre travail, Giuseppe Pennone. Il y a des écrits qu'on peut nous connaître, mais il y a toujours un carnet dans votre poche pour noter, pour dessiner. La réflexion, elle passe par l'écriture? Pas de carnet, c'est des feuilles. Voilà, c'est plus pratique que le carnet, parce que le carnet, après, il y a page après page, et il faut avoir un ordre, il faut avoir une suite. Au contraire, si c'est des feuilles détachées, c'est plus facile. Mais il y a toujours... ça passe comment par rapport à l'écriture? Il y a des choses, alors peut-être théoriques en effet, mais il y a des choses plus poétiques dans votre travail d'écriture. Ah, mais c'est pas qu'ils sont écrits avec le propos de créer quelque chose de poétique. C'est seulement parce que quand vous pensez, il y a des passages dans le pensée qui va sur des images qui sont très différentes l'une de l'autre. Et si on les associe, et on ne sait pas pour quelle raison ont été associés, on peut penser que c'est poétique. Mais c'est un peu comme une recette de cuisine duquel on ne connaît pas les ingrédients. On peut écrire une recette, et si on ne connaît pas exactement qu'est-ce que sont les éléments qu'on décrit, et ça devient surréel, ça devient quelque chose qui a une valeur énigmatique et donc aussi poétique. Toujours dans cette question du processus de travail, Giuseppe Pennone, comment est-ce que vous savez qu'une œuvre est achevée? Enfin, cette sculpture-là, elle est terminée, il ne faut plus y toucher. Et ça, ça arrive aussi dans la sculpture, mais c'est plutôt un problème du peintre ou bien de sculpteur qui modèle. Parce que dans ce cas, oui, il y a un moment où l'œuvre est vivante, et si on continue, peut-être on l'abîme.
Mais c'est justement, c'est le moment quand l'œuvre elle prend vie et il faut s'arrêter parce qu'il ne faut pas exagérer. Ça, on peut détruire la chose qu'on a fait. C'est-à-dire c'est elle qui est plus importante que vous à ce moment-là, elle existe par elle-même, il ne faut plus y Oui, toucher. quand on voit que la chose commence à avoir la vie, il faut faire attention parce qu'on peut détruire cette sensation qu'on peut avoir d'une vitalité qui est donnée peut-être par la lumière, peut-être par quelque chose qui est la matière même qui suggère. Et alors il faut la respecter. Et je crois que mais c'est une bonne règle toujours qu'il faut suivre la matière. Il ne faut pas imposer une idée à la matière. Il faut déjà choisir. Pas avec chaque matière, on peut faire certaines choses, mais on ne peut pas faire d'autres. Mais surtout, il faut comprendre quelles sont les possibilités de la matière et la suivre. Si on essaye de la forcer, on a un effet contraire. Le travail n'est pas bon. Je connaissais un forgeron qui travaillait le fer et lui, il avait des aides. Quand il tendait un coup de marteau, il devenait nerveux parce qu'il pensait que frapper le fer, il fallait le faire d'une certaine façon avec beaucoup de délicatesse, pas avec violence. Et parce que justement, il disait qu'il faut suivre, il faut essayer de... Mais c'est un concept qu'on trouve aussi dans des cultures orientales. C'est très... on le retrouve dans plusieurs cultures du monde, ce concept de ne pas créer une violence à la matière. Mais quand une œuvre est donc terminée, Giuseppe Pennone, est-ce que vous avez une forme de satisfaction? Enfin, quel type de sentiment ça provoque chez vous, une œuvre terminée? Une œuvre terminée, c'est sûrement satisfaisant parce que c'est... Et en même temps, on a envie de faire une autre chose, de retrouver le plaisir d'une œuvre terminée. C'est pour ça qu'il y en a toujours une autre après celle qui vient d'être faite? On essaye. On essaye toujours. Mais vous pensez que ça pourrait s'arrêter un jour, que vous n'ayez plus le désir? Ça, si le travail est fait pas seulement avec une idée, s'il n'est pas seulement conceptuel, c'est aussi un travail de physique, de manualité, il y a une continuité dans le travail. Et c'est ça qui empêche aussi la dépression qui peut y arriver. Parce qu'à un certain moment, si on n'arrive plus à faire un travail, c'est peut-être dépressif. Au contraire, l'action physique, elle aide à échapper à ce moment et à retrouver l'énergie pour faire autre chose. Du coup, vous n'avez jamais vécu ces moments je reprends votre mot, de dépression dans votre parcours? Non, après tout non, parce que comme je dis, c'est un travail de pratique physique, de suivre la matière, et il y a toujours des aspects de la matière qui vont donner une énergie. Alors ça continue le travail. Giuseppe Pennone, est-ce que vous vous intéressez au travail des autres artistes? Est-ce que vous allez dans les expositions ou est-ce qu'il y a des vieux camarades que vous avez suivis, même si certains sont partis depuis? Les vieux camarades, il n'y en a pas plus tellement. Beaucoup. Mais ça, c'était quelque chose qui était très fort et très important, surtout dans les années 60-70. Après, c'est perdu. À l'époque, il y avait beaucoup de communication entre artistes aussi parce qu'il n'y avait pas le marché n'était pas présent. Je ne veux pas dire que je ne suis pas contre le marché. Je pense que le marché a une fonction qui est très importante. Mais c'était un moment de création et la compétition était sur les idées. Ce n'était pas sur entre guillemets, à nouveau, une idée de carrière ou d'affirmation. Et il y avait une communication qui se créait avec des artistes de pays différents qu'on ne connaissait pas. Après 3 mots, il y avait un rapport qui s'allait créer, avec comme une idée comme si on parlait le même langage, on avait la même intention. Mais c'était en effet des intentions communes, parce que c'était le tentative d'essayer de
de comprendre la réalité qui avait changé, parce qu'il y avait eu un très grand changement avant-guerre, après-guerre. Il y avait une vie qui était complètement bouleversée. Et les jeunes gens, ils sentaient ce changement et ils essayaient de répondre et de comprendre ça. Par exemple, au-delà des conventions, par exemple, la convention, c'est pour ça que je crois aussi que dans ces années-là, on n'a pas suivi tellement la peinture, mais plutôt la sculpture. Parce que la peinture, c'est quelque chose qu'on fait sur le tableau. Un dessin d'un objet, c'est un dessin. Et après, c'est l'objet. Mais si on fait l'objet, c'est l'objet. C'est autre chose. Ça rentre dans la réalité des choses. Alors, toute la réflexion sur le contact, la réflexion de l'objet dans l'espace, les relations que l'objet va créer avec les gens, les performances, tout ça, c'était une extension aussi de ce principe, a été très important dans l'art de ce jour-là. Et jusqu'à un certain moment, et après il y a retourné une convention sur... Et aujourd'hui, ils sont conventionnels, ces œuvres-là, mais à l'époque, ils n'étaient pas. C'était... Et probablement, on est arrivé à un moment qu'il y a à nouveau un très grand changement dans notre économie et dans notre réalité, mais qui, malheureusement, ce seront les jeunes. Pour moi, ce seront les jeunes qui vont comprendre et qui vont nous indiquer quelle est la réalité, la nouvelle réalité qui est en train de s'établir. Mais du coup, quand vous étiez quand même professeur ici aux Beaux-Arts à Paris, voilà, vous aviez ce contact avec les jeunes générations. Est-ce que c'est vous qui vous nourrissiez d'eux plus que eux qui se nourrissaient de vous, vous pensez? Et je pense que c'était les deux. Parce que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de comprendre ce qu'eux étaient en train de faire et de leur dire ce qu'à mon avis est l'aspect qui était intéressant de leur œuvre. Je n'essayais pas d'imposer des sujets de travail, mais c'était plutôt, je les encourageais de trouver eux-mêmes leur sujet de travail. Et c'est pour faire ça, j'avais cette attitude vis-à-vis de leur travail. Après, je ne sais pas si c'est juste ou pas juste, parce que peut-être une vision, mais aussi ils pouvaient demander aussi aux autres professeurs ce qu'ils pensaient de leur travail. Alors, ils pouvaient avoir un jugement assez pas seulement d'une seule personne. Quand vous avez exposé à Versailles, Giuseppe Pennone, vous avez souvent parlé des réactions du public que vous pouviez voir dans les jardins, parce qu'il vous intéressait, parce que c'était un public qui n'était pas forcément le public très au fait des choses de l'art. Qu'est-ce qui compte pour vous dans la réception publique de votre travail? Versailles était très intéressant parce que quand on fait une exposition dans un musée, il y a les gens qui vont voir l'exposition, c'est des gens qui s'attendent quelque chose qui est art. À Versailles, c'est un public déjà qui n'est pas seulement d'une nation, mais qui est du monde entier, différences culturelles énormes, et qui s'approche à ce lieu avec un sentiment de surprise et d'émerveillement et de se rapproche à l'histoire, mais en même temps, c'est une histoire qu'ils ne connaissent pas. Probablement, pour eux, c'est difficile, pour la plus grande partie, d'établir les différents moments historiques qui ont déterminé le jardin, ou bien les sculptures qu'il y a dans le jardin ou le château. Et alors, voir les réactions des gens, c'était intéressant parce que c'était comme voir l'œuvre dans le futur. C'est-à-dire du moment qu'on ne connaît plus pourquoi l'œuvre a été faite, que l'œuvre reste tout seul dans l'espace, c'est là qu'elle va rester. Il y aura un intérêt ou pas par les gens, elle doit vivre par elle-même. Et alors c'était intéressant pour moi ça, parce que c'était comme... j'étais content de voir cette réaction des gens qui s'approchaient à l'œuvre, parce que ça veut dire, à mon avis, que l'œuvre elle peut peut-être survivre sans trop de problèmes. Alors, il y a d'autres œuvres qui passent
les époques, Giuseppe Pennone, et je me demandais quel type de nourriture pouvaient vous donner les autres arts. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous allez au cinéma? Moi, je lis et je lis encore, pas beaucoup, parce que lire, c'est du temps. Le cinéma, c'est un peu la même chose, c'est du temps. Et j'ai été beaucoup au cinéma, mais il y a plusieurs. Je ne connais pas bien le cinéma récent. Et oui, j'écoute de la musique, mais c'est pas vraiment une pratique que je fais avec habitude. Il n'y a pas d'inspiration qui peuvent venir d'autres formes d'art pour vous? Ben, l'inspiration elle peut venir, bien sûr, par l'action qu'ils ont fait d'autres hommes, mais ça peut venir aussi par des actions très simples, ou par des gestes qui sont très, très quotidiens. Par exemple, quelquefois, on voit les hommes qui balayent les rues de Paris et qui font des gestes incroyables avec leur. C'est comme une danse, c'est extraordinaire de voir ça. Ça dépend, ils bougent un petit peu le papier, il y a l'eau, il y a plein de. Alors je veux dire, c'est la réalité qui. C'est pas seulement une expression de l'homme qui peut provoquer l'émerveillement, mais aussi la réalité comme nature de l'homme. Encore faut-il la voir, comme vous venez de la décrire à l'instant, Giuseppe Pennone, ce qui me fait penser que, là encore, dans un entretien, vous parliez de Varlam Chalamov, des Carnets de la Colima, de ce livre où, effectivement, quelqu'un qui vit une détention épouvantable dans les goulags russes est sensible à des petits éléments du monde. Oui, mais quand j'avais lu ce livre, je trouvais extraordinaire le fait que, parce que lui, il était emprisonné dans les années 70 et c'était dans une condition de totale privation de la liberté. Et il a fait, imaginez, il a écrit des choses qui étaient semblables à celles qui étaient faites aux États-Unis ou en Europe avec le maximum de liberté que l'homme n'avait jamais vu. Jamais vécu. Aujourd'hui, on a moins de liberté que dans ces années-là. Et ça, c'est intéressant de voir comme la privation totale et la possibilité de liberté, possibilité de liberté extraordinaire ont produisait une même façon de penser. Pour réaction probablement d'un côté, pour privation de l'autre côté. Mais ça, je trouvais ça très intéressant comme point de rapport. Et à propos d'époque, là, je sors un tout petit peu du champ artistique avec vous, Giuseppe Pennone, mais on est quand même dans une époque où, là, au moment où nous enregistrons cette masterclass et les élections européennes arrivent, tout le monde parle de l'écologie, de l'environnement, de la défense de la planète. Vous qui avez un vrai lien avec, alors ce que vous appeliez avec des guillemets tout à l'heure, la nature, puisqu'elle est plus tellement naturelle où qu'elle soit. Quel regard vous avez sur cette question environnementale qui prend de la place, on va dire, en tout cas médiatiquement? C'est bien sûr, préserver la planète, c'est notre intérêt personnel. Je pense que l'intérêt, on parle de nature comme si c'est quelque chose qui est détaché de nous. Au contraire, on est nature. Et préserver la nature, comme on peut l'imaginer au dehors de nous, elle va survivre même si nous, on n'existe plus. Alors c'est vraiment notre intérêt de préserver la nature pour notre survie. C'est ça, je crois, l'intérêt. Alors, d'un certain point de vue, c'est un peu égoïste la position, mais il faut simplement en être conscient et après tout est réglé. On peut très bien en parler, on peut très bien se battre pour ça. Je suis d'accord. Et c'est quelque chose qui était déjà présent dans les années 60, 70. Ça commençait déjà là. Après, maintenant, c'est une urgence qu'à l'époque, on ne sentait pas avec cette intensité. Et en tant qu'artiste reconnu mondialement, est-ce que vous avez envie de parfois prendre la parole? Est-ce que vous signez des pétitions sur des sujets ou d'autres? Moi, je crois que si ma parole a un intérêt, c'est pour le travail que je fais. Et prendre une position
dans ce sujet, position active, il faut une préparation. C'est comme une action politique. Et une action politique, elle a des règles, il y a un apprentissage à faire. On ne peut pas faire des choses qu'on ne connaît pas. Alors, je préfère faire mon propre travail, et si ça a un intérêt, et s'il est fait d'une façon honnête, ça va aussi aider la réflexion des gens qui font cette action. Après, ou bien ça peut les inspirer, ils peuvent dialoguer avec mon œuvre, mais c'est difficile que moi-même j'arrive à faire quelque chose qui est très intéressant dans ce domaine. Non, parce que vous avez, à juste titre évidemment, parlé plusieurs fois des années 60, 70, qui en Italie, tout particulièrement, ont été des années politiquement très fortes et très douloureuses aussi. Toutes ces années de plomb, c'est celle aussi où vous grandissez comme artiste, Giuseppe Pennone, et on voit bien que l'Italie est toujours un pays où la politique est affaire de passion. Oui. Pour vous, il faut créer une frontière entre l'artiste et l'homme privé? C'est tellement complexe le pouvoir, parce que les choses ne sont pas forcément tellement claires, tellement séparées. Alors il y a un mélange d'intérêts, et à un certain moment on ne savait pas si par exemple les Brigades Rouges étaient soutenues par les Russes ou par les Américains. C'est une confusion totale. Probablement il y a quelqu'un qui connaît exactement comment sont les choses, mais ce qu'on peut comprendre par la presse, par toutes les informations, c'est vraiment seulement un petit parti de cette réalité. Alors avoir un jugement sur ces événements d'une façon, avoir les idées claires, je pense que c'est vraiment très difficile. Et continuer à écrire des livres pour le dire, et on n'est jamais arrivé au bout. Bon, je reviens, et pour bientôt terminer cette masterclass de France Culture avec vous, Giuseppe Pennone, sur les questions rituelles et qui vont un peu conclure notre discussion. Comment est-ce que vous vivez la réception critique de votre travail? Je ne sais pas, parce que non, bien sûr, ça m'arrive de lire, ou bien ils me font lire les choses qui me font plaisir. Mais en général, je n'ai pas souffert ça. C'est quelque chose qui me blesse pas, même si c'est quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être intéressant de comprendre comment les gens qui ne pensent pas comme moi, ils voient les choses. Mais la critique, je crois que c'est une bonne chose. Je dirais presque qu'on n'a pas assez de critique d'aujourd'hui. Une fois, il y avait des positions qui étaient très nettes. Il y avait des gens qui étaient à faveur ou contre une œuvre. Aujourd'hui, c'est rare qu'on voit quelqu'un qui dit c'est pas une bonne œuvre, ou il y a toujours quelque chose qui est mitigué. Et ça, peut-être, c'est aussi pas bien, parce que la critique permet aussi de comprendre des défauts ou bien des qualités de l'œuvre. Autre question, vous avez été notamment, alors récemment, lauréat du prix Premium Impérial du Japon, justement, c'était en 2014. Vous êtes sensible aux prix, aux récompenses? Les prix sont des choses qui font plaisir. Moi je pense que on ne sait pas, parce que si on vous donne le prix parce que vous avez fait un bon travail et on vous dit c'est bon, ça suffit, arrêtez-vous, ou si c'est pour vous encourager à continuer à faire des choses. Mais évidemment, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ça serait faux de penser que c'est pas vrai, mais alors moi, quand on me donne un prix, je le prends. Et enfin, Giuseppe Pennone, et j'imagine que ça vous est arrivé très souvent, pas seulement quand vous étiez professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, mais quels conseils vous donnez aux aspirants artistes, ceux qui veulent devenir artistes? Ceux qui veulent devenir artistes, d'habitude, c'est pour faire quelque chose qui est un objet, ou on peut synthétiser en disant qu'ils veulent faire une image. Et si on prend un billet de banque, c'est une image qui a une valeur, qui est déclarée. Et il y a un État, il y a une armée, il y a un système économique qui défend cette valeur. Et pourtant, ce n'est jamais le même, il change. Non? Chaque jour, c'est un peu différent. Or, si un individu
veut faire une image et cette image a une valeur, il faut au moins que cette image soit honnête, qu'il y a une valeur qui est morale derrière l'image. Je parle dans le moral dans le sens, mais qu'il y a une position la personne qui le fait doit y croire et doit être honnête vis-à-vis de ce qu'il a fait. C'est la seule condition pour faire quelque chose qui après a un intérêt et qui peut-être aura une valeur chez les autres. S'il n'y a pas cette condition, l'œuvre elle n'a pas une possibilité de survie. Peut-être elle est acceptée dans un moment bref, mais dans le temps, elle ne continue pas. Alors, si je l'entends en creux, votre réponse, ça veut dire que vous pensez qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont pas, ou donc d'artistes, qui ne sont pas honnêtes? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de faire une œuvre qui a une nécessité et dans le temps. Une œuvre qui n'a pas une nécessité forte, souvent, elle se perd dans le temps. Nécessité, honnêteté. C'est ça, nécessité, honnêteté. L'honnêteté, c'est dans le sens que si on fait quelque chose qui est nécessaire, elle est honnête. Moi, je peux utiliser soit honnête, soit nécessaire comme mot pour décrire une position vis-à-vis du travail. Je me permets une toute dernière question, du coup. Quand vous regardez toute votre production depuis donc 50 ans, de Giuseppe Pennone, c'est ça qui vous satisfait? On parlait de satisfaction tout à l'heure, c'est de voir qu'il y a une honnêteté, une nécessité dans votre travail? Mais moi, j'ai toujours fait pour le plaisir de le faire, et ça, c'était une nécessité. Après, je ne sais pas si les autres, la perception de l'œuvre est celle que, et comme je l'ai fait, ou c'est aperçu comme avec ce caractère. Mais vous le regardez comme ça aujourd'hui? Mais oui, plus ou moins, les choses que je fais, je les ai faites pour une raison, et qui était pas seulement pour quelque chose qui... parce qu'on m'avait demandé de faire l'œuvre. Par exemple, même les grandes œuvres comme les œuvres que j'ai fait pour l'exposition que j'ai fait à Versailles, toutes les œuvres, moi je les avais produites moi-même. Moi, quand j'ai une idée, je fais l'œuvre. Et je prends mes risques de produire quelque chose que peut-être je ne vends pas et qui reste là. Mais je le prends, ce risque. Et oui, quand j'ai envie de voir quelque chose, je le produis. Merci, Giuseppe Pennone, pour cette masterclass avec vous. Merci à vous.